Salam alaikum, Azul, bonsoir. Non, non et non. Je ne ferai pas comme ces mauvaises langues qui disent de lui qu'il est le ministre de la publicité, de la propagande et de la censure. Non, 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 non. Moi, je suis une personne naturellement bien élevée. Et je ne sors jamais des cadres qu'on me définit. Oui. Alors, je lui donne donc son titre véritable. Enfin, véritable, il ne faut pas exagérer non plus. Disons que je lui donnerai l'appellation officielle de son rôle supposé. Le ministre, Monsieur le ministre de la Communication. Ben oui, une appellation normale, qui ressemble ne serait-ce qu'un peu à celle des pays occidentaux, n'est-ce pas? Et de préférence, n'est-ce pas, qui puisse ressembler un max à celui de Madame la France, dont on copie tout, tout et tout. Mais jamais l'essence, ni l'esprit, ni l'âme. Non, juste des machins dont on ne copie que les oripeaux, les dehors, les apparences. Par exemple, le ministère français de la Culture et de la Communication. Voilà ce qu'il leur fallait. Ils ne pouvaient pas donner au département qui est présentement occupé par M. Green les vrais noms de ses vraies missions. Il appelait, par exemple, ministre du Zama journalisme, de la censure, de la propagande et de la publicité. Non, al-harb ou khida'. Il ne faut quand même pas confondre sincérité et naïveté, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle le sens de l'État. L'État, taratata. Alors, ils ont copié celui de Madame la France. Qu'est-ce que ça coûte après tout? De toute façon, ils ne prennent que l'appellation. Écoutez, je vais vous lire un passage des dispositions qui régissent les attributions du ministre français de la Communication. Le ministre prépare et met en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine des médias. Il participe en liaison avec les autres ministres intéressés à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement concernant les technologies, les supports et les réseaux utilisés dans le domaine de la communication. Fin de citation. Voyez l'astuce, le petit truc, elle lève ça. Si nous avons saisi cela, nous avons tout compris du fonctionnement véritable du régime. Habiller la façade de trompe-l'œil, importer via Madame la France, en copier-coller, et mettre dedans tout ce qui peut servir à la mainmise des pays par un régime qui est partout. Il en est de même de la Constitution, du Conseil constitutionnel, du Parlement, du Président de la République, de la justice et de toutes les institutions, enfin, de tous ces bidules qui ont pour nom institutions. Juste la façade, mettre les petits plats dans les grands, un peu de poudre dans les yeux et roule, remoule. Par exemple, ce passage des dispositions qui précise les prérogatives du ministère français de la Communication. Le ministre prépare et met en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine des médias. Avec Hamid Green, cela devient ceci. Je le cite lui-même. Les télés privées ne seront pas autorisées, ne seront pas toutes autorisées à couvrir les élections. Fin de citation. C'est sa façon à lui, enfin à son régime, de préparer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine des médias. C'est ce que vous répondrez, monsieur Green, si vous lui posez la question. Et si vous voulez comprendre comment un État normalement constitué, qui s'est affublé de tous les oripeaux de Madame la France, peut interdire à des chaînes de télévision qui activent normalement et en plein jour dans tout le pays et qui ont pignon sur rue de ne pas couvrir les élections, débrouillez-vous. Des élections dont tout le monde, y compris ceux qui y participent, y compris les partis politiques et les personnalités politiques qui y participent, sont en train de nous dire tous que ces élections vont battre tous les records de la fraude, y compris celles massives et jamais encore égalées de M. Ouihia en 1997.
Et Green vous répondrez donc d'aller lire les attributions du ministre français de la Communication. Et je vous les redis. Le ministre prépare et met en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine des médias. Il vous dit, voyez, pourquoi vous ne parlez pas à la France? La France, elle, c'est ce que je fais, moi. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre, le pauvre, que ne fait son collègue français, après tout? N'y a-t-il pas en France une cinquantaine de chaînes de télé, toutes offshore, qui activent, qui disposent d'équipes journalistiques, de studios, qui diffusent des programmes de toutes sortes, qui participent aux conférences officielles, qui couvrent des activités gouvernementales, qui reçoivent dans leurs studios des personnalités politiques en exercice, des partis politiques, et qui ne disposent d'aucune autorisation légale d'exercer? N'est-ce pas ainsi que ça se passe en France aussi? Le gouvernement français n'a-t-il pas fixé à ces chaînes fantômes, qui n'existent pas officiellement, une seule condition pour pouvoir exister? Celle de pratiquer une rigoureuse autocensure et de ne jamais dépasser la ligne rouge consensuelle que tout le monde connaît. Et parmi cette cinquantaine de chaînes, en France, on y soit qui mal y pense, n'y en a-t-il pas 5, elles aussi de droits étrangers, mais qui sont autorisées à avoir des bureaux à Paris? Juste des bureaux, mais qui derrière sont des chaînes qui emploient des centaines de journalistes, une petite armée de personnel en tout genre, et qui, elles, ces chaînes illégales, même si elles sont autorisées, entre potes, n'ont-elles pas, elles aussi, des lignes rouges encore plus prononcées que celles du reste? Rester dans le cadre qui leur est imparti, servir de relais, marcher droit, et en échange, bien sûr, pouvoir bénéficier de la grosse manne publicitaire que gère Monsieur le ministre de la Communication lui-même. Puisqu'en France, bien sûr, comme tout un chacun le sait, n'est-ce pas, la publicité est distribuée directement par le gouvernement, par le ministre de la Communication, aux chaînes et aux journaux les plus dociles, n'est-ce pas? Ces journaux, ces télévisions et ces journaux qui ne dénoncent jamais la fraude électorale, cette fraude électorale qui se pratique très normalement en France, n'est-ce pas? C'est cela que vous direz, M. Guérin, si vous lui demandez pourquoi il ne permet qu'à 5 chaînes de télé sur plus de 50 de couvrir les prochaines élections. Il vous répondrait que son État a copié les institutions et le mode de fonctionnement de Madame la France et qu'il ne fait que ce que fait son homologue français. On y soit qui mal y pense aujourd'hui. Algérie 1. Hamid Green. Ce ne sont pas toutes les chaînes privées qui vont couvrir les législatives. Par Nabil Samian. TSA. Hamid Green. Les télés privées ne seront pas toutes autorisées à couvrir les élections. Par Riyad Hamadi. Agence Ecofin. Algérie. Toutes les chaînes privées ne seront pas autorisées à couvrir les prochaines élections, selon le ministre de la Communication, par Agence Ecofin. Élection législative ou fraude électorale, Green au front. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et avec nous donc pour en parler, Saïd Boukhari, ex-responsable du MCB, qui est avec nous ici. Bonsoir. Et qui va bientôt repartir pour l'Algérie. Absolument. Ouais. Sûr et certain. Vous Je vous remercie. Bedis Khnissa, président cofondateur du club Émergence et néanmoins membre de Tala El Hurriyet. Tout à fait, du comité central. Merci. Membre du comité central. Merci d'être avec nous, Bedis Khnissa. vous en Vous en venez d'Algérie. Tout à fait. Voilà. On sent, vous avez ramené un peu de l'esprit de l'Algérie. Tout à fait. Un peu de fougue. De fougue. J'espère. Alors, Abdelwakil Brab sera avec nous au téléphone et Abdou Sammar depuis Alger. Marhaba bihim fi Zouj. On va commencer par Saïd Boukhari pour donner un rythme à l'émission Tardgoua. Saïd Boukhari, Monsieur Green donc annonce que sur le... Personne ne sait combien il y a de chaînes en Algérie. C'est curieux. Hein? Il y en a qui disent 53, il y en a qui disent que ce sont 54. Elles sont toutes de droit étranger. Jordanie, Londres, je ne sais pas où. Et donc, ces chaînes
sont en Algérie, elles travaillent normalement, elles ont des programmes, elles couvrent des activités, mais elles ne sont pas autorisées. Pourquoi elles ne sont pas autorisées? Pour qu'elles pratiquent toutes seules l'autocensure. C'est qui m'a l'Atlas, chez Atlas. Si elles dépassent la ligne rouge, on les ferme. Et quand elles vont se plaindre chez le juge, dit on a été fermé, on a mis les scellés sur nos locaux, il leur dit le juge, quoi? Vous êtes qui? Nous, on est une chaîne télé. Vous avez quelque chose qui vous autorise? Non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes dans l'illégalité, vous avez de la chance si on ne vous met pas en prison. Voilà. Et donc là, il y en a 5 autres qui sont aussi de droit étranger, mais qui sont autorisés par décret à avoir un bureau à Alger, une sorte d'accréditation. Mais un bureau, pas une chaîne de télé qui diffuse, qui émet, qui a des centaines de journalistes. On va parler de ces journalistes, dont plusieurs ne sont même pas déclarés. Et donc Green vient nous dire maintenant, parce que avec les élections qui arrivent, la fraude déclarée, dont vous savez quelque chose, dont tout le monde sait quelque chose déjà, il nous dit, je m'excuse de la longueur de la question, c'est pour mettre les rails. Hein. Oui, absolument. Alors il nous dit, ils se disent, bon, la fraude, elle va être massive, elle va être compliquée parce qu'il va y avoir un boycott massif, une abstention massive. Alors il faut qu'on puisse contrôler la situation. On ne peut pas laisser les 54 ou 55 chaînes être toutes dedans, ça va être khalota. Donc pour contrôler, on va prendre que 5. Limiter les dégâts. Comme ça, c'est des chaînes qui sont éprouvées, qui travaillent bien. Le problème, c'est qu'il dit dans ATS, attendez, je vais vous le citer. Hein. C'est très, très... ce ne sont pas toutes les chaînes privées qui sont autorisées à couvrir les prochaines élections. Nous sommes dans la légalité et on ne va pas donner des autorisations à des chaînes de droit étranger. Or, ces 5 chaînes, à qui elles sont comment? Elles sont de droit étranger. Alors expliquez-nous, M. Saïd Boukhari. De toute façon, bonjour à tout le monde. En Algérie, on n'est pas une aberration pareille. On n'est pas une aberration pareille. La semaine passée, on a traité du sujet de la santé. Que le matériel en Algérie, c'est vrai, il y a du matériel. Rares les pays européens ou les Américains qui l'ont. Moi, je rappelle un ministre, un ancien ministre qui décède en France. Donc déjà en contradiction. Oui. Aujourd'hui, on nous dit de droit étranger. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de contradiction sur place. Ils parlent uniquement, et ce sont eux qui communiquent. Il n'y a pas de contradiction pour apporter la contradiction. On ne nous donne même pas l'occasion d'apporter la contradiction. Donc, ils parlent dans une chaîne nationale auquel on n'a pas accès. Ils parlent dans la radio, on n'a pas accès. Donc, il dit ce qu'il veut. Il oblige le citoyen à écouter ce qu'il a envie qu'il écoute. Donc, aujourd'hui, même si on veut lui apporter la contradiction, avons-nous les moyens, en tant que citoyen, de chercher dans le droit, est-ce qu'il a un registre de commerce, est-ce qu'il a une carte de journaliste, est-ce que la télévision est agréée ou pas? On n'a pas tous ces moyens pour fouiller. Ils sont les seuls. Deuxièmement, et moi, à mon avis, depuis l'ouverture démocratique, depuis 1988, il y a eu le code de l'information, le code de l'audiovisuel. Ça a été tout le temps une bataille politique. Il était au centre de l'action politique des partis politiques. Parce que celui qui contrôle l'information, c'est-à-dire, je ne dis pas contrôler, c'est-à-dire l'opposition veut qu'il y ait une transparence, parce que ça, c'est dans notre intérêt, dans l'intérêt de l'Algérie et de toute la population. Le pouvoir sait qu'en perdant le contrôle sur l'information, il perd sa mainmise sur la société et sur le trafic et sur le truc. Donc aujourd'hui, à mon avis, Green a déjà commencé ses élections. Oui. Il a commencé ses élections. Il commence déjà à mettre en place ces élections. Et on reviendra le fait qu'on refuse de faire une commission indépendante d'organisation des élections. Oui. Ça aussi, ça fait partie. Mais il y en a une qui a été, dont le président a été nommé par Zama, le président. Bah, hein. Et donc, qu'on a choisi parmi les islamistes. Hein, parce que les islamistes, hein, c'est un garant d'honnêteté, d'intégrité. Absolument. Hein, absolument. Les islamistes, ils tuent uniquement, c'est tout. Mais ils ne volent pas. Ils ne volent pas, ils ne montent pas, ils ne trafiquent pas, ils ne participent pas à la fraude électorale. Donc, à tous les islamistes. Bien sûr. Voilà. Mais certains islamistes. Mais voilà, ce qu'on est arrivé. On est arrivé à une situation où
Racham Hamida, la Hamida. Voilà. Ils organisent les élections, ils les surveillent. Et encore quand ils organisent les élections. Le corps électoral, la convocation du corps électoral va se faire dans des conditions absolument illégales. La session actuelle du Parlement, elle va s'achever dans des conditions illégales. Oui. Le vide juridique qui distingue le monde de la presse est sidéral. Tout ce qui a été promis comme arsenal juridique d'être mis en place, ça fait des années que les gens attendent. Il n'y a rien, c'est du vide total. Et ils jouent dans ça et on se demande s'ils ne le font pas exprès. Maintenant, il y a une chose. Ces gens-là, il ne faudrait pas se tromper d'analyse. S'ils arrivent à avancer, à imposer pour la société cette démarche, c'est qu'ils ont les moyens de leur politique. Alors, monsieur, si vous permettez, en introduction, on ne peut pas parler de la thématique de la communication sans parler d'Almar Alibia qui vient de fêter ses 5 années d'exercice. Donc, en mon nom, en tout cas, je vous félicite pour ces 5 années d'exercice, de lutte, de combat, dans le bon sens, bien évidemment, pour informer, et puis pour tout être, sans convalescent, bien sûr, être le porte-voix de tout un peuple. Merci Donc beaucoup. je tiens à cela à vous féliciter. Nous Je ferme la porte. prétention, mais alhamdoulilah, nous jouissons de la confiance de nombreux de nos. Absolument, une notoriété également qui est indiscutable et je pense qu'aujourd'hui il fait grincer beaucoup de dents. Alhamdoulilah. Voilà, donc ça c'est pour la parenthèse. Pour revenir. C'est grâce à vous aussi, hein, aux grâce à nous invités, tous, c'est grâce absolument. aux téléspectateurs. Grâce à nous tous. On n'est pas seuls, Je pense- c'est vraiment en l'occurrence une synergie. Absolument. Nous sommes tous ensemble, nous, les téléspectateurs, notre direction, les techniciens, les gens qu'on ne voit pas et surtout les téléspectateurs. Qui écoutent. Qui sommes dans une dynamique. Oui, tout à fait, d'ensemble. Absolument. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour revenir sur votre question, qui est une question centrale et puis qui plus est dans, dans ce marasme un peu, cette déclaration récemment du ministre de la Communication, vous savez, il y a 2 explications, il y a 2 lectures. Il y a une lecture sur le fond et sur la forme. Sur le fond, je commencerai par le fond parce qu'il est vaste et varié. La forme, enfin, sur le fond, on sait très bien que c'est pour occulter les élections et maintenir cette omerta au niveau du dispositif électoral. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Plusieurs millions de nos concitoyens le savent très bien depuis quelques décennies déjà. C'est vrai, nous allons y revenir tout à l'heure. Oui. Pourquoi de cette décision? Et nous allons y revenir, mais allez-y, je vous en prie. Mais sur la forme, donc, sur la forme, il y a beaucoup de lectures. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que ce régime a compris depuis quelques décennies que les médias constituent le 4e pouvoir. Pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire après l'exécutif, le législatif, le judiciaire, vous avez les médias. Donc, partons de ce principe-là, ce régime donc, a fait de ces médias sa pierre angulaire. Je dirais même son centre de gravité, qui maintient, qui assoit son pouvoir, donc à travers des médias, non plus qui sont des médias dans le sens honorable, louable, mais plutôt dans le sens, on va dire, propagandiste, plutôt, et d'outils de communication pour pallier peut-être des carences d'un bilan, faut-il le rappeler, d'un piètre résultat. Donc, ils ont compris cette sémantique-là. Donc pour cela, ils ont mis les moyens. Aujourd'hui, le ministre de la Communication, il est dans une démarche je dirais, où il a segmenté en fait, les 2 axes des médias. Donc un média, ce sont l'axe du bien et l'axe du mal. Pour mieux justement crédibiliser cette approche, aujourd'hui, il nous fait une déclaration, et d'ailleurs, moi, il m'épate ce ministre-là, à travers toutes ces déclarations, ce qu'il ne sait pas, le pauvre, permettez-moi de dire cela, c'est que je pense qu'il y a vraiment un problème de communicant, dans le sens où à chaque déclaration, il ne fait qu'étayer les malfaçons et le bilan, comme je dirais, discutable, très discutable d'ailleurs aujourd'hui. C'est le ministre de la Communication. Absolument. De leur communication. Ils sont comme ça, donc ils communiquent comme ça. Qui plus est, il devrait être justement infaillible, indéfectible et intouchable là-dessus. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'à travers ces déclarations, quand vous parlez tout à l'heure des 5 chaînes, parlons-en, ces 5 chaînes sur 60, pour être plus précis. Alors, 60, hein. Sur 60. Cela veut dire quoi, en fait, implicitement? Moi, je dirais explicitement, parce que finalement, c'est le ministre de la Communication qui le dit. 5 sur 60, vous savez c'est quoi? C'est-à-dire 92% des chaînes, des médias, sont non conformes. Qui ont légalement inexistants. Absolument, mais qui opèrent sur le champ audiovisuel algérien. Oui. Donc, cela sous-entend que finalement, c'est son bilan dont il est en train de mettre en exergue. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que depuis quelques années, on a toléré 92% de chaînes. C'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a un non-sens. Il y a un non-sens dans cette démarche-là. Et pour les 5 chaînes dont il a évoqué, qui ont été gratifiées, qu'on se le dise, parce que là, encore une fois, on est dans la forme de la problématique, qu'il a gratifié.
Expressis verbis, monsieur, qu'est-ce qu'il dit en fait dans sa déclaration? Il dit que pour le reste, ceux qui ne sont pas conformes, nous allons tenter des discussions pour voir, pour éviter toute forme d'allégation, de mensonge ou de diffamation. Alors il y a deux enseignements à en tirer sur cette déclaration. Je vais revenir vers vous tout à l'heure. Deux enseignements, rappelez-vous, hein, pour suivre. Nous allons recevoir Abdou Sammar, que nous sommes en train de perdre depuis tout à l'heure et de retrouver. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Merci Jamal, merci pour ton invitation et à l'occasion, je vais vous le dire en retard, tous mes félicitations et joyeux anniversaire à Maghrébia. J'ai raté le gâteau, j'espère que vous allez laisser une part. Quand vous viendrez à Paris, on va vous recevoir à l'aéroport avec une grosse tarte. Avec plaisir. Abdou, d'abord, vous qui êtes à Alger, qui êtes un peu au fait qui gérez, je rappelle, Algérie Focus, un excellent journal en ligne qui donne de la vraie bonne information. Abdou Sammar, les 5 chaînes qui ont déjà été retenues, qui vont rester les seules ou peut-être qui vont être rejointes par d'autres. Hamid Green, il nous dit, je le cite, hein, ce ne sont pas toutes les chaînes privées qui sont autorisées à couvrir les prochaines élections. Nous sommes dans la légalité et on ne va pas donner des autorisations à des chaînes de droit étranger. Or, à ma connaissance, et vous me démentirez si je me trompe, les chaînes en question sont aussi de droit étranger, me semble. Oui, absolument. Nahar TV, qui est le chouchou du régime algérien, est une chaîne de droit étranger. Il n'y a aucune chaîne de droit algérien de toute façon. Toutes les chaînes émettent à partir de la Jordanie et pour financer le bouquet satellitaire, etc., elles recourent à des méthodes qui sont contraires à la loi et contraires aux réglementations d'Algérie. Donc tout le monde est hors la loi en quelque sorte. Il n'y a aucune personne qui conforme la loi. Donc, mais qu'est-ce qu'il veut dire, Green, quand il dit « nous n'allons pas quand même donner des autorisations à des chaînes de droit étranger », alors que c'est le cas? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est quoi la tactique, Jamel? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait comme tactique? Ils ont fait un cahier de charge pour agréer ces chaînes-là et en faire des chaînes algériennes. Or, le cahier de charge, il est impossible à satisfaire. Ce cahier de charge qui exige d'avoir un capital de 10 milliards, il met tellement la barre haut qu'il n'y a que les oligarques qui peuvent avoir des chaînes en Algérie en ce moment. C'est un cahier de charge qui a été taillé sur mesure pour les Ali Haddad, les Koninef, les Tahkout et les autres hommes d'affaires qui sont avec le régime. Il n'y a que qui peuvent financer des chaînes à cette hauteur de financement. Donc toutes les autres chaînes sont condamnées à demander une accréditation en tant que chaîne étrangère. Il n'est pas possible. Il n'y a aucune chaîne en Algérie qui fonctionne avec 10 milliards de centimes de capital, y compris Nahar. Nahar, le directeur Anis Rahmani, a reconnu qu'il n'a pas cet argent. Il compte sur eux pour qu'ils nous donnent cet argent-là. Donc, mis à part ces 5 chaînes-là, vous avez Jazza Elia derrière laquelle il y a un homme d'affaires riche. Vous avez Noumedia News derrière laquelle il y a Tahkout. Vous avez Shourouk et Nahar qui sont des cas particuliers. On connaît leur histoire. Ils sont affiliés au régime. Ils sont partis de la propagande médiatique du régime. Les autres chaînes ne peuvent pas prétendre au cahier de charge algérien. C'est pas possible. C'est un cahier de charge qui a été établi que pour les riches. La cinquantaine ou la soixantaine, c'est plus très bien. Alors, d'autres chaînes. C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Ou il y aura un petit quota de chaînes qui seront accréditées autant que chaînes étrangères. Et là, il n'y en aura pas beaucoup. Peut-être les petites chaînes thématiques. Là, Samira TV et les autres. Et bien, les autres, ça dépendra des élections. Ou elles vont être utilisées pour les propagandes médiatiques, ou elles vont fermer tout simplement. Tout simplement, c'est-à-dire il y aura un nouveau monopole sur le paysage médiatique. C'est un monopole qui se dessine, qui se met en place. Abdou Sammar, il y a une démarche que je ne comprends pas, moi. Pourquoi ce régime laisse-t-il proliférer une soixantaine de chaînes, nous dit-on, qui n'ont aucune forme d'autorisation, si on accepte les 5 qui sont autorisés à avoir des bureaux seulement à Alger? Pourquoi les laisse-t-il proliférer pour ensuite ne pas savoir comment les gérer? En fait, c'est une stratégie très bien réfléchie de la part du régime algérien qui ne fait rien par hasard, Jamel. L'objectif était de parasiter le paysage médiatique. Comme il y avait depuis 2011-2012 l'avènement des réseaux sociaux, la puissance d'Internet comme étant un 5e pouvoir, et tout le pouvoir de liberté d'expression qui va avec Internet. Et d'ailleurs, vous remarquez bien qu'en ce moment, depuis plusieurs mois, on assiste à des arrestations multiples et successives des blogueurs, des influenceurs sur le web, des gens qui utilisent le web.
eux, ils ont voulu utiliser les télévisions privées pour parasiter le paysage médiatique et pour imposer une seule voie de l'information. Et là, ils se rendent compte qu'en dépit de la cinquantaine ou de la soixantaine de chaînes qu'ils ont laissé faire, Internet a réussi à s'imposer et les Algériens continuent à utiliser Internet et les réseaux sociaux pour perturber, pour chercher la vérité, pour dénoncer la corruption, pour enquêter, pour dénoncer les dirigeants, etc. Donc maintenant, ils reviennent en arrière et ils se disent finalement notre stratégie n'a pas réussi, alors on va se débarrasser de ces chaînes-là et on garde que 5 ou 6 qui nous seront fidèles et on va voir comment on va faire avec Internet, c'est-à-dire le recours à la répression. Aujourd'hui, un blogueur algérien risque tout simplement sa peau s'il dépasse certaines limites. Merci, merci Abdou Sammar. Au plaisir de vous revoir, de vous recevoir de nouveau. Merci beaucoup. Alors, Saïd Boukhari, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, et je reviens à vous tout à l'heure pour poursuivre, c'est l'annonce d'une fraude électorale massive. Donc, ils sont en train de prendre leurs dispositions. Mais bien sûr. Mais comment ils vont faire? Chaque chose en son temps. On commence déjà à préparer. Déjà, on prépare par la commission des sélections. Ça y est, le problème est réglé. Donc, les participants n'ont qu'à intégrer cette commission. Oui. Les choses nous appartiennent. Maintenant, il y a des règles que nous avons fixées. Vous intégrez, vous dites non, donc vous êtes exclus. Mais nous, on organise. On a déjà démarré. Est-ce que les quotas sont déjà préparés, comme on est en train de le dire? Certainement. Donc, mais de toute manière, ils ne partiront pas aux élections sans avoir un plan bien pensé. Donc, on est en train de dire que le RND, le FLN seul auront à peu près 60%. Ben c'est bon. Que les islamistes domestiques, les islamistes domestiques, ils vont les réduire. Et les partis politiques domestiqués, de l'opposition, avec un O majuscule. Voilà. Alors, ils auront ensemble environ 30%. Voilà. Et les 10% iront aux copains indépendants, petits partis, ceci, cela. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de petits partis à l'occasion qu'on fait parler. Ne serait-ce qu'un soutien comme ça, à un mort, donc ils peuvent soutenir, donc il faut bien les récompenser un jour. Mais expliquez-moi un peu la position, surtout vous qui avez été un peu dans les eaux du FFS, vous connaissez bien, vous y avez des amis qui étaient vraiment en pole position. Expliquez-moi comment un parti comme le FFS, sachant ce qui est en train de se passer, qui est évident comme un éléphant au milieu d'un couloir, une fraude annoncée, qui participe quand même et qui est plus que ça. Qu'est-ce qu'il dit le FFS? Il dit, nous on ne va pas aux élections pour gagner des sièges. C'est complètement hallucinant d'entendre un parti dire ça. Peut-être là quelque chose d'autre à gagner. Ah, je ne sais pas. Vous savez, avant. Ah, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Non, mais le FFS, il a le mérite d'être le premier parti d'opposition en Algérie. Il l'est encore ou il l'a été? La cadence, c'est un menuisier. Le changement du personnel, la disparition du chef. Oui. Et le renouvellement du personnel, parce que... les luttes intestines aussi, qui sont en train de... Mais c'est cela, après la disparition du chef. Après la disparition du chef, donc c'est les luttes c'est les luttes de placement d'individus. Alors dans tous les mouvements dont les leaders sont charismatiques. Quand ils disparaissent... Mais avant, quand c'est l'ancien Lahirhamou était là, il y avait une formation politique, il y avait un parcours, il y avait un idéal de démocratisation de la société. Oui. Il avait appelé à la paix. Oui. Il avait tout fait pour faire avancer l'Algérie en tant qu'Algérie, en tant que nation. Mais aujourd'hui, je suis vraiment désolé de le dire, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais beaucoup, la majorité, l'écrasante majorité s'en foutent de l'Algérie. Ils voient uniquement leur poche et leur place. Donc l'Algérie s'en fout. L'essentiel, c'est que voilà, je me place. Mais demain, la dalle va leur tomber sur la tête, eux aussi. Leurs familles, leurs enfants, leurs frères, ils ne vont pas tous pouvoir aller en Espagne. سي جمال احنا كاملون دي تقجر تربى بس تفتو ستري يماس تراديكسيون يد عند باباه ورجل عند يماه صدير خلاتها هنا ويجبدها من هنا دونك تو في با كيف الى بو بيرني باسكو لازم يكون عندك وجه تكون في لوبوزيسيون تروح عند البوه
Il y a quand même des principes. Ah oui, Il y a des normalement. principes démocratiques. Mais c'est dans l'air du temps, hein, les principes. Donc, ça ne mange pas de pain, hein, les principes. ça mange pas, ça mange des Je vous laisse poursuivre ce que vous disiez tout à l'heure et j'ai une question à vous poser au sujet du quatrième pouvoir. Avant cela, juste, vous avez parlé justement de cette fameuse tolérance, disons, à deux poids, deux mesures par rapport aux médias et cette ouverture de champ médiatique, audiovisuel, et notamment au nombre de 60, même voire plus, parce qu'on n'arrive pas à les dénombrer finalement. Oui. Comme quoi, encore une fois, on revient à ce bilan catastrophique, on n'arrive même pas à dénombrer, identifier ce qu'on a comme sur le champ audiovisuel. Vous savez, cette tolérance à deux poids, deux mesures, elle s'explique. Certes, c'est pour exercer un contrepoids, mais je reviens aussi sur ce bilan. C'est peut-être aussi pour un peu pallier je dirais l'obsolescence de l'influence des médias publics, notamment les médias publics étatiques, sur l'opinion publique. Donc ils ont essayé par cette ouverture archaïque, anarchique des médias, du champ audiovisuel et notamment privé, pour essayer d'asseoir, ce que je disais tout à l'heure, pérenniser, occulter certains bilans à travers non pas des médias, mais des outils de propagande. Donc je pense que cela aussi peut expliquer cette ouverture à outrance, je dirais, du champ audiovisuel algérien, sur lequel aujourd'hui, finalement, ils se sont avérés que peut-être ils en ont fait trop et que finalement certains peut-être commencent un peu à partir hors sentier battu et commencent à s'exprimer d'une manière autre que celle qu'ils ont, je dirais, validée en amont. Maintenant, pour revenir sur les enseignements, quand je reprends la déclaration de M. Green, ministre de la Communication, je me désole de voir effectivement cette déclaration venant justement d'un ministre qui est censé être l'image du gouvernement, car il est le premier communicant de ce régime. Si vous permettez, journaliste de profession. Qui plus est. Écrivain, journaliste, homme de culture. Parce qu'il est important de le signaler, parce qu'il est dans son domaine, il est dans son élément. C'est important de le signaler. Qui plus est, tout à fait. Donc vous faites bien de le souligner. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui, les enseignements à en tirer de cette déclaration, le premier c'est de dire que les 5 chaînes gratifiées ont été gratifiées suite à on va dire, l'aval ou l'acceptation des injonctions, donc notamment lors des déroulements des élections, le dispositif électoral. Mais tout le monde accepte. Il n'y a pas que ces 5 chaînes, les autres aussi. Moi, je vais vous dire une chose, quitte à me fâcher avec mes confrères. Tout le monde, dans les médias, joue le jeu en Algérie. Tout le monde. Voilà. Tout le monde. Parce que pourquoi? C'est très simple, parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Parce que celui qui ne joue pas le jeu, on le ferme. Absolument. Ou on l'asphyxie par l'absence de publicité. Donc, moi, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un patron de presse de très grande envergure en Algérie, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit on n'a pas le choix. Absolument. On n'a pas le choix. Voilà. Si tu bouges, on te ferme, on t'asphyxie. Sinon, je voulais revenir tout à l'heure, vous avez parlé de quatrième pouvoir. Vous y croyez vraiment, cette histoire? Moi, personnellement, je suis journaliste. Si tant est qu'il y a un quatrième pouvoir quelque part, ce n'est pas la presse. Surtout pas la presse. Et surtout pas la presse chez nous. À la limite, on pourrait dire que le quatrième pouvoir, c'est le vrai pouvoir, qui est en fait le premier, qui est le pouvoir financier, le pouvoir de l'argent. Mais sinon, quand on dit le quatrième pouvoir, est-ce que ce n'est pas reconnaître de façon indirecte que donc la séparation des pouvoirs existe en Algérie, qu'il y a réellement 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif? Est-ce que ce n'est pas apporter de l'eau au moulin de ce régime que de lui reconnaître ça? Écoutez, oui et non, parce que vous savez que vous avez parlé des médias, vous avez parlé des oligarques. Oui. Ils sont indissociables. Vous voyez sur la scène médiatique et sur le champ audiovisuel français, par exemple, pour en citer que la France, est détenue par des oligarques, est détenue par des milliardaires. Donc c'est indissociable. Cela, c'est une équation, je dirais, mondiale. Il n'y aurait pas une possibilité pour qu'un jour les journalistes prennent le pouvoir sur leurs moyens d'expression? Vous savez, on est dans une conjoncture économique. Une vraie révolution médiatique où les journalistes feraient la révolution et s'accapareraient leurs moyens d'expression. J'entends ce que vous dites, mais le souci aujourd'hui, il faut recontextualiser les choses. Aujourd'hui, les médias sont dans une conjoncture économique. On a bien vu des reprises de certains médias phares, notamment français, par des oligarques qui sont aux antipodes de la ligne éditoriale. Il y a quelques familles qui possèdent la quasi-totalité. Absolument, mais qui sont parfois aux antipodes, c'est-à-dire c'est des capitalistes qui reprennent des médias étiquetés socialistes, voire de gauche. Absolument. Donc c'est dire qu'il y a un paradoxe dans ce sens. Mais la finalité, in fine, si vous voulez, et je reviens au régime algérien, c'est d'asseoir, parce que finalement, quand j'expliquais en introduction, ils ont une carence. Ils ont une carence, qu'on se le dise. Ce gouvernement doit être comptable de son bilan. Mais à défaut de ne pas pouvoir le faire, il essaye de le traduire à travers des médias. Pourquoi? C'est très bien. Pardon, pourquoi vous pensez qu'il est comptable? Non, justement, je le dénonce. Est-ce qu'il a besoin d'aller voir les élections pour qu'il puisse... Parce que c'est ça, des fois on prend des principes
D'ailleurs, on essaie de les juxtaposer en Algérie. Il n'a pas besoin de toi, ni de moi, ni de tout le monde. Rachid Hamidallah Hamida, il te dit, voilà, j'ai les quotas, j'ai comme ça, et maintenant, lui, c'est une formalité institutionnelle, à la limite, c'est pour l'étranger. Il doit faire des élections communales, des élections législatives. Bon, il prépare 2019 parce qu'il doit relire Bouteflika. Maintenant, s'il voit qu'il va encore vivre quelques années, il peut le mettre sur la scène. Sinon, ben, le système va continuer. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Mais nous, est-ce qu'on va rester comme ça, les bras croisés? Voilà. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup on a vendu notre âme, on s'est rallié au pouvoir pour, pour une bouchée de pain, pour un petit poste de rien du tout. Aujourd'hui, en Algérie, on a oublié pourquoi on doit aller aux élections. Est-ce que c'est pour changer, faire avancer l'idéal dans la société, ou ça nous fait vraiment mal au cœur de voir des postes de députés se vendre aux enchères. Aux enchères. Tête de liste aux enchères. Tête de liste aux enchères, tête de liste de la PC aux enchères, Shkara, Draham et tout ça. Mais ça aide on n'a pas lutté pour ça. Ça aide Boukhari. Oui. C'est vrai qu'on discute de façon à ce que nous soyons clairs avec nous-mêmes. Ce régime est décidé à frauder les élections. Oui. Pourquoi le pourquoi de la... C'est pour garder le pouvoir. Oui. Pour le contrôler totalement. Totalement. Pour pouvoir préparer l'après-Bouteflika éventuellement. Voilà. Ok. Sinon, on continue de Donc lui, il prend toutes les discussions. Et lui, il est dans son rôle. Oui. Il veut frauder, il est en train de mettre en place les systèmes et les moyens et les relais sociaux, dont la presse, pour frauder à l'aise. Oui. Et nous, dans tout ça, on va assister comme ça, gentiment. On a décidé de ne pas voter. Oui. Il va y avoir un boycott massif. La plupart des électeurs, peut-être cette fois-ci 90% des gens ne vont pas voter. Mais eux, ils ont on va voter quand même. Ouais. On va voter quand même par Mais le problème, en ne faisant rien, on vote d'une certaine manière. Moi, avant d'arriver, moi, ce qui me désole, c'est que des partis font de l'opposition, critiquent le pouvoir pendant 3-4 ans, et quand les élections arrivent, parce que si je ne peux pas maîtriser le destin, je ne peux pas apporter un plus, la boîte. Vous pouvez jouer sans moi. Oui. Mais aujourd'hui que les élections sont arrivées, tout le monde prend tambour et trompette pour essayer de se placer. Et le drame, c'est ici. Le drame, c'est là. Oui. On peut être opposant. Mais ils ne représentent personne. Mais ils ne représentent personne. S'ils ne peuvent pas tous réunis, moi je vous le dis en face, tous réunis, tous les partis politiques de l'opposition Zama, réunis, ils ne pourront pas rassembler 100 000 personnes. Entièrement d'accord avec vous. Ouais. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, on a validé l'option des décideurs du pouvoir. Oui. Donc tu ne viens pas après me dire. Ne viens pas après me dire. Pas tous. Il y a déjà des partis. Gilles Jalid, Tala El Houriyat, qui ont dit on ne vote pas. Mais vous, pour ce qui est de Tala El Houriyat, c'est un peu ambigu. Vous dites je peux dissiper cette ambiguïté. Si allez-y, je vous en prie. Non, écoutez, tout dépend de la question déjà. La question est pourquoi ne vous êtes-vous pas prononcé pour un boycott franc et massif, pour aller dans le boycott actif. Ça veut dire... Je pense qu'on a cessé de le dire d'ailleurs depuis le jour de la déclaration de Ali Benflis sur le boycott, où on a parlé, c'est un boycott dans lequel, et d'ailleurs de ce plateau-là, je l'avais dit juste après la déclaration, que nous ne rentrons pas dans une inertie, plutôt le contraire. Donc nous allons être en action, qui plus est dans la continuité de ce que nous avons fait par le passé. Donc on va doubler peut-être, voire tripler d'efforts dans ce sens-là. C'est-à-dire, on va sensibiliser. Aller vers le boycott ? Bien sûr, on est vers le boycott, mais un boycott actif. C'est-à-dire, moi je dirais plutôt une non-participation, parce que quand vous dites une non-participation, vous vous dissociez de cette mascarade, de ce marasme politique aujourd'hui, cette impasse politique à laquelle ils sont confrontés. Parce que ce que nous oublions depuis tout à l'heure de dire, et je pense que le débat commence un peu à dévier, c'est que je reviens sur votre question tout à l'heure, votre questionnement pertinent, sur le pourquoi du comment. Posons-nous les vraies questions. Aujourd'hui, ce régime, à travers ces indicateurs-là, il faut savoir les lire, il faut savoir lire entre les lignes. Aujourd'hui, ces indicateurs, pour moi et pour bon nombre de millions d'Algériens,
les traduisent comme une fragilisation de ce régime. Aujourd'hui, ce régime, vous savez, par le passé, je ne vous apprends rien, M. Benchenouf, par le passé, ce régime n'avait nul besoin d'aller au charbon, d'aller user de ses sbires pour pouvoir justement sensibiliser, pour pouvoir faire des déclarations, pour pouvoir mener des diatribes, parce qu'on peut appeler ça comme ça aujourd'hui. Avant, il ne se donnait même pas cette peine-là. Aujourd'hui, il est sur le terrain parce qu'il est fragilisé sur plusieurs fronts. Donc c'est ça ce que j'en garde. Mais aujourd'hui, peut-être aussi, c'est le rôle de l'opposition. Je ne me jette pas de fleurs ni à Tala al-Hurriyat, mais comme on dit, rendons à César ce qui appartient à César. Donc aujourd'hui, quand vous dites, je pense que c'est très simpliste de dire que Tala al-Hurriyat, en tout cas je parle pour notre parti et formation politique, nous sommes sur le terrain. Mais rappelez-vous, vous l'avez dit tout à l'heure, nous revenons d'Algérie. Donc l'Algérie aujourd'hui n'est pas un écosystème, n'est pas propice justement à pouvoir faire de l'opposition pure. Attention, ne tombons pas dans les pièges justement de comparaison analogique entre d'autres démocraties. Entre d'autres démocraties, notamment en France, où on se dit l'opposition, c'est pour pouvoir équilibrer les pouvoirs. En Algérie, c'est tout autre. En Algérie, tant bien que mal, on essaye d'occuper la scène politique. D'ailleurs, aujourd'hui, à défaut de ne pas pouvoir le faire... Je vais vous donner la parole. Mais j'en viens, juste laissez-moi finir mes propos, s'il vous plaît. Là, je ne sais pas si je suis audible, parce que... Oui. Très bien. Donc, aujourd'hui, comme hier, Parti Tala al-Hurriyat, il continue dans son action. M. Ali Benflis a sillonné le territoire du nord au sud, d'est en ouest. Et il faut le dire, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'il faut dire quand les choses se fassent. Et je ne peux pas non plus parler de ce qui ne se passe pas. Donc, juste permettez-moi, s'il vous plaît, Benchenouf, parce qu'au moins, pour vraiment dissiper cette ambiguïté. Donc, mais vous ne la dissipez pas, justement. Parti Tala al-Hurriyat. Pourquoi après, vous ne la dissipez pas? Parce que vous êtes en train de dire des choses très sensées, très objectives. Mais moi, je vous ai posé une question claire. Pourquoi Tala al-Hurriyat ne s'engage-t-il pas dans un boycott actif clair? Pourquoi ce Adam al-Musharaka? C'est ce que nous faisons. Non, mais c'est ce que nous faisons. Vous êtes dans le Adam al-Musharaka. L'absence de participation. Si vous êtes dans une expression définitive, je n'y peux rien. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut garder une certaine objectivité dans votre approche. Non, mais justement, je reviens. Je n'ai pas encore fini, justement. Oui, mais l'échange. Moi, je n'ai pas compris. D'un côté, si je vous ai suivi, vous me dites que le pouvoir est fragilisé, donc il a affaire, il est en train de sortir ses menaces. Et d'un côté, vous me dites qu'on ne peut rien faire parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle est bien muselée, on ne peut pas faire du boycott. Je n'ai pas dit qu'on ne peut rien faire. Vous dites non. Les choses sont difficiles à faire. Nous faisons des choses sur le terrain. Oui, les choses sont difficiles à faire. Je pense qu'à Benflis aujourd'hui sur Internet, il y a eu un fan zone, je crois, une étude qui a été faite récemment, rappelons-le, comme quoi qu'on occupe les médias et notamment la toile. Donc aujourd'hui, Ali Benflis est en première position, bien avant M. Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est dire que nous occupons autant que faire se peut selon les canaux dont nous disposons pour pouvoir apporter notre message. Mais une seule main n'applaudit pas. Encore une fois, vous parlez, moi je pense que vous parlez d'un contexte idéaliste. Faites de l'opposition en Algérie, vous allez voir. Je vous ai suivi. Parce que je vous suivi. Laissez Saïd Boukhari aller au bout de... Il vous a posé une question pour clarifier. D'un côté, vous me dites que le pouvoir est fragilisé. Même si je regrette qu'on dévie de la thématique, mais c'est pas grave. Je suis là pour la dissiper, justement. Il n'y a pas de problème. Cette éducation veut juste... d'un côté, vous dites que le pouvoir est fragilisé. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Le pouvoir, moi, j'ai une démarche, et c'est comme ça. Vous pensez que cette impasse aujourd'hui, cette impasse politique économique n'a pas fragilisé le régime? Non, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Non, mais je ne parle pas d'argent, je parle de politique. La politique, ce n'est pas de l'arithmétique, c'est de la dynamique. Ils ne sont pas dans une dynamique dans ce sens. Ce n'est même pas de l'arithmétique. Ils ont renouvelé vous avez été en Algérie. La police, ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. La police, ils sont très jeunes. La gendarmerie, ils sont très jeunes. Oui. Les militaires sont très jeunes. Donc, t'en fais pas. Je m'en réjouis qu'ils sont jeunes, justement. La capacité de se régénérer. Je vais te dire, la crise ne nous atteindra jamais jusqu'à 2019 si on verra. Parce qu'il y a toujours un coup à jouer avec la présidentielle. Donc, ne t'en fais pas, il y a toujours des plans A, des plans B, des plans C. Ils ont décidé de faire... Ces différents plans dont vous évoquez, ce n'est pas justement la traduction d'une fragilisation. Alors, comme il nous reste... Mais nous, on est cohérents, en tout cas, dans notre ADN politique, contrairement à certains partis comme la FFS. Je vais donc partager
Oui, Une minute chacun. Une minute chacun. Et libre à chacun de dire ce qu'il veut. Donc, Voilà. vous avez une minute. Écoutez, moi, sur deux choses, avant de revenir sur la thématique, j'aurais bien souhaité, parce qu'il y avait beaucoup à dire sur la thématique et la communication et sur quoi on a été invité aujourd'hui, mais pour revenir, moi, encore une fois, je reviens sur cette expression définitive que vous avez sur la Partit al-Hurriyat, c'est-à-dire qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, Partit al-Hurriyat, ne serait-ce que juste comme enseignement, le seul que je peux vous donner, après à vous d'être objectif dans votre approche, c'est que nous occupons tellement la toile, et notamment les réseaux sociaux, que nous sommes en première position dans la fameuse étude récemment faite par des instances autonomes. Donc, c'est dire, bien devant Abdelaziz Bouteflika et d'autres politiques. Donc, il est le premier politique. Donc, cela, il faut le mettre en exergue, il faut le dire quand les choses se fassent. Maintenant, nous, je reviens sur Tala el-Hurriyat, vous avez parlé de boycott. Le boycott, il est sur le terrain. Mais encore une fois, s'il vous plaît, essayez d'avoir une approche objective. On ne fait pas ce qu'on veut quand on est opposant dans un régime Très bien, autoritariste. minute est écoulée. Et on est cohérent dans notre politique. Écoulée, Saïd Boukhari, Voilà. une minute. Contrairement à d'autres partis politiques qui ont participé. Au 87, lorsqu'il y avait les premières paraboles, donc un fameux député du FLN, à l'époque, il avait proposé à l'Assemblée nationale de faire une bâche, de bâcher l'Algérie. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas. Non. Alors, donc, parce qu'il fallait brouiller. Oui. Donc aujourd'hui, c'est la قال même لما chose. نديروا باش ما يدخلوش les ondes en Algérie. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la même chose parce qu'ils ne veulent pas. Parce que même le peu de débat qu'on a appris à débattre, même de manière contradictoire, on l'a appris dans les autres médias et non pas en Algérie. Donc, si le débat et la parole est libérée, c'est leur poste qui les risque, donc ils ne veulent pas nous laisser, et c'est pour ça qu'ils contrôlent les médias. Et je vous remercie. C'est fini. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Abdou Sammar. Désolé de ne pas avoir pu joindre Abdelwakil Blam. Je vous remercie, chers amis, de nous avoir gratifié de votre bienveillante attention. Barakallahu fikum, khawala khair, bislama. Très bien.